見えてますかね。はい。はい、よろしくお願いします。これ一人でじゃあずっと喋るんですね。Très bien, donc je vais commencer mon intervention. 始めさせていただきます。ボンジュール皆さん。 Bonjour à tous. 松村大輔と申 Je しま m'appelle して、 Daisuke 今日は、 Matsumura. 日本の街の中にあるタイプフェ Aujourd'hui, イス j'aimerais vous présenter を紹介させて les もらいま caractères す。 qui se trouvent dans la ville japonaise. まず自分のプロフィールを Alors, 紹 si vous 介しま permettez, je す。 vais commencer par me 松村大 présenter. Je 輔と m'appelle 申し donc まして、 Daisuke Matsumura. 1973年の Je 生ま suis れ né で、 en 本業は 1973 ブックデザイナーと et je 編 suis 集 à 本 la の編 base 集を designer や de っておりま livres す。 et je suis également 趣 éditeur. 味で Et en fait, je voue une さまざま passion な日本の pour 街の la 文字 typographie を que nous pouvons trouver dans les diverses Sagashi. villes japonaises. 歩いております。あとフォントも大好きです。 Et j'aime Ah, beaucoup ok. également les polices de caractère. 会社ですね。勤め先 Donc de ce パイイン fait, ターナショナルという je 出版 travaille 社 dans では chez un フォン éditeur ト qui の本な s'appelle どを Pai International 作っております。 et j'ai publié quelques livres qui portent sur les 自分 polices の de 著 caractère. 作としては Par ailleurs, 街の文字を集めたもの vous を voyez 大福書林という出版社から un livre que j'ai fait éditer de Daifuku Shorin qui rassemble les hiragana ou les katakana que nous pouvons こ trouver の en 2冊 ville. は Les 街 deux の livres ひ que j'ai らがな publiés をカタカナ donc を集めた本 rassemblent になってます。 les caractères que j'ai collectés en ville. で、まず順番として、 Alors 日 pour 本語 vous のことをあま parler り知 dans らない人 l'ordre, に je vais peut-être commencer à m'adresser aux personnes qui ne connaissent で pas très bien ひ la ら langue がなとカ japonaise. タカナと漢字という Pour vous 3種類の文字 présenter les trois の種類 catégories が de 日本 lettres qui sont の utilisées 中 dans で la 使 langue われているこ japonaise, とを説 les 明 hiragana, les katakana et les kanji. これ全部「あ」と発 Alors 音する ici, んで vous すけれども voyez そ trois れぞれ caractères qui ひ se らが lisent な A カタ en カナ hiragana à 漢 gauche, 字 en katakana と au いう milieu 3 et 種の en kanji à droite. 文字が日本で Donc は il 使わ s'agit れ de てい trois ます。 façons d'écrire. それぞれ表音文字と表意文字といいま Il して、 existe donc un alphabet phonétique en ce qui concerne donc les hiragana et les katakana. Ces caractères se lisent A, mais ne comportent pas de sens, alors que les kanji sont des idéogrammes et qui peuvent également être lus, donc en l'occurrence A. で、まあラテンアルファベットに比べて Alors 日本 lorsqu'on の文字 compare les caractères 作るの japonais が大変っていう話をもうスライドには書いてるんですけれども、 j'explique ici qu'il est très difficile de créer une typographie au Japon. Et cela s'explique par le fait qu'il existe un nombre important de kanji. Je pense que la situation est similaire à la Chine. Nous avons ce que nous appelons des kanji d'usage courant. Et rien qu'avec ces kanji, eh bien, on en compte plus de 6000. Donc en faire une police de caractères, c'est un travail colossal. De plus, il y a des caractères qui sont utilisés par des professionnels qui sont moins courants. Et si on les comptabilise également, cela reviendrait à créer plus de 60 000 caractères. Il faudrait plusieurs années à une équipe entière pour proposer une police regroupant tous ces kanji. Néanmoins, ces dernières années, de nombreuses entreprises proposent de nouvelles polices et je pense que nous faisons face à vraiment une multiplication des variétés de polices de caractères au Japon. Ce que vous voyez ici, ce sont des kanji qui peuvent être lus A. C'est vraiment très étrange. Alors j'en viens au vif du sujet. C'est dans les années 1990 que les polices d'écriture numérique et les ordinateurs se sont vraiment diffusés. Et toutes les enseignes ou les autres typographies que nous trouvons en ville, souvent ont été créées avant cette diffusion des polices numériques. Et il y a beaucoup de logos ou de caractères que nous trouvons aujourd'hui dans des recueils de typographies anciennes. Donc nous trouvons des caractères qui sont dessinés de manière assez originale et qui sont en somme assez anciennes. Donc aujourd'hui, j'aimerais
vous présenter ces caractères que j'ai rencontrés en ville. Il s'agit toujours de designs très libres et très variés, et je souhaite vous partager donc cette diversité de caractères. Je vais commencer par les hiragana. Vous voyez ici le tableau de l'alphabet du hiragana. Il en existe 50. Ça se lit de haut en bas et de droite à gauche. Et en dessous des hiragana, vous voyez un kanji qui a été à l'origine du hiragana, et à côté, en alphabet, vous avez la lecture de ce hiragana. Et il s'agit d'alphabets composés de voyelles et ou de combinaisons avec donc une consonne. Par exemple, A, I, U et O. Vous avez sur la colonne de droite le A, I, U et O, les 5 voyelles japonaises, et en y ajoutant la consonne K, vous pouvez vous retrouver à la deuxième colonne qui se lit Ka, Ki, Ku en partant de O. Donc, si vous rajoutez un S sur les voyelles A, I, U et O, vous allez pouvoir trouver la troisième colonne en ajoutant un T, puis un N, puis H, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que est composé l'alphabet. Alors, j'ai dit qu'il y en avait 50. En réalité, je les compte. Il y a aussi des cases vides que j'ai indiquées en parenthèse. Mais voilà, en tout cas, vous voyez tous les caractères possibles en hiragana. Et le katakana reprend le même système. Peut-être que je devrais vous présenter un exemple. Vous voyez donc les kanji qui se trouvent sous chaque caractère. C'est une évolution de ce kanji qui a donné naissance au hiragana. Je pense que vous pouvez voir une certaine similitude entre ces deux formes, par exemple. Est-ce que vous voyez que la forme se ressemble? Voilà, les hiragana sont donc nés à partir des kanji. Et dans ma présentation, j'aimerais vous présenter non pas les polices de caractères numériques, mais les caractères, les typographies que nous trouvons dans les villes, notamment sur les enseignes. Ici, vous voyez le caractère A, c'est la première lettre de l'alphabet. Et vous voyez que le squelette, et voilà ce que vous voyez à droite en bas de l'écran, donc il est unique. Et vous voyez donc un A standard à droite en bas de l'écran. Mais lorsque vous voyez les A dessinés en ville, vous constatez qu'il existe une nuance totalement différente du squelette. En bleu, vous voyez des cercles qui indiquent une différence particulière entre les différents A. Vous voyez que parfois, les traits sont censés dépasser les traits qu'ils croisent. Parfois, ils ne dépassent pas. Donc, les traits sont plus ou moins longs, comme vous pouvez le voir dans les cercles bleus, sur donc, les A que nous trouvons en ville. En bas, vous voyez plusieurs A qui sont des polices de caractères numériques. Alors là encore, vous voyez que les traits sont plus ou moins longs. Donc, il existe une variété de A, même lorsqu'il s'agit de polices numériques. Donc finalement, les règles d'écriture ne semblent pas être vraiment fixes. Et c'est peut-être bien la particularité des caractères japonais, que ce soit pour les hiragana, les katakana ou les kanji. Donc il y a une certaine approximation dans la façon de dessiner les caractères. C'est ce qui est intéressant à mon avis. Et cette approximation est encore plus accentuée dans la typographie en ville. Je pense que les designs sont encore plus libres en ville. Et c'est ce qui m'amuse vraiment. Je vous présente maintenant un autre hiragana qui se lit no cette fois-ci.
Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous expliquer cela, mais le no est l'équivalent du de en français ou le of en anglais. Donc, lorsque, par exemple, on parle du pain français, en japonais, on va parler du pain de France ou la tour Eiffel qui se trouve en France. À chaque fois, c'est le no qui va être une particule de connexion dans la langue japonaise. Donc, finalement, le no est un caractère qui pourrait ne pas être lu. Cela n'empêcherait pas la compréhension. Et c'est peut-être cela qui fait que ce caractère est encore plus libre, varié dans son dessin. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Par exemple, ce que vous voyez à gauche en haut, le trait n'est même plus arrondi, il reste horizontal sur la droite, un peu comme ce deuxième caractère que vous voyez. Ici, vous voyez presque un demi-cercle en lieu d'un no. Et cette partie, le début du trait, a complètement disparu. Et pourtant, les Japonais n'auront aucune difficulté à comprendre qu'il s'agit d'un no. Quasiment 100% des Japonais pourront reconnaître ce caractère. C'est vraiment bien étrange. Là, vous voyez sur la droite un no qui aurait pu être dessiné au pinceau. Non, est-ce que c'est le tsu? Non, c'est bien un no. Non, non, c'est bien un no. J'ai cru un instant que c'était le tsu. Parce qu'en effet, en dessous, vous voyez un tsu également sur l'enseigne. Donc voici le panneau, l'enseigne avec la totalité des caractères. Mais ici, il s'agit bien d'un no. Donc. Et lorsqu'on extrait les no, on peut voir à quel point il existe une variété de no possibles. Donc j'aimerais maintenant vous présenter les typographies de katakana. Alors, je veux les mentionner plus tôt, mais les katakana reprennent le même système, la même organisation que les hiragana. Cependant, leur forme est radicalement différente. Et ça existe en parallèle des hiragana, ce qui est assez étrange. Alors, on l'utilise pour les transcrire des modèles de produits ou bien des onomatopées ou encore retranscrire des mots étrangers. Et c'est des caractères qui sont indispensables à la langue japonaise. Alors, vous pouvez voir ici dans le syllabaire katakana qui est extrait de mon livre sur les enseignes katakana. Et en comparant avec les hiragana, on peut voir là au tableau que les katakana permettent une plus grande liberté, une plus grande variation de style. Et ça s'explique par le fait que les katakana reprennent des éléments de design beaucoup plus simples et peuvent être beaucoup plus stylisés que les hiragana. Ils reprennent des squelettes beaucoup plus simples. Et là, j'aimerais vous présenter plusieurs caractères I, qui est le deuxième caractère du syllabaire. Et alors là, on voit vraiment que c'est des formes très différentes, particulièrement là Alors là, par exemple, le troisième au milieu, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un autre caractère. Alors qu'il s'agit de caractères qui sont isolés du logo entier. Et pour certains Japonais, je pense que de manière isolée comme ça, on ne peut pas vraiment systématiquement déchiffrer le caractère. Mais en regardant l'enseigne en son entier, eh bien, on peut quand même lire, déchiffrer ce katakana. Donc c'est vraiment assez remarquable. Là, par exemple, le quatrième en partant de la gauche, c'est l'enseigne d'un boucher.
Et vous voyez qu'il y a un trait sur le côté qui n'a absolument aucun lieu d'être, mais quand même on peut reconnaître qu'il s'agit d'un i. Et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'originalité, un design particulier. Et c'est quand même assez étrange qu'au final, on peut quand même lire le nom de cette enseigne, c'est-à-dire Daiwa. Il y a également le i que l'on... Ce i-là dont je vous parlais, on ne le trouve pas vraiment dans les polices de caractères numériques. Donc c'est vraiment quelque chose qui est typique des typos que l'on trouve sur les enseignes dans les villes japonaises. Et il y a également des effets décoratifs. Je vous ai parlé plutôt de la compilation de caractères typographiques anciens. Eh bien, on peut retrouver dans les enseignes pas mal de ces polices qui sont compilées et pour en faire leurs enseignes, pour faire des devantures de magasins. Et c'est peut-être que ces caractères que l'on voit ici ont été inspirés des typographies et des polices de ces compilations. Et alors, ce qui est intéressant vraiment dans la culture japonaise et dans l'écriture, c'est qu'il y a également des accentuations qu'on appelle le dakten, handakten, c'est-à-dire qui consiste à rajouter deux traits ou des ronds en haut à droite de certains caractères. Et cela, quand on rajoute cette accentuation, ça donne vraiment une impression différente. Alors, par exemple, vous voyez là en haut à droite que si on rajoute deux traits en haut à droite du hi, ça donne la prononciation bi. Donc la prononciation change avec ce système d'accentuation. Et ces caractères qui peuvent être accentués sont limités dans l'alphabet. Il s'agit seulement de certains d'entre eux. Par exemple, sur la première ligne de syllabaire, la ligne aiueo, elles ne peuvent pas être écrites avec une accentuation. C'est la même chose, par exemple, pour la ligne nani no ne no et pour la ligne, par exemple, mami no mo. C'est la même chose pour la ligne rari ru rero. Donc vraiment, il s'agit de certains caractères. Et tout cela, bon, il y a vraiment des règles qui déterminent quels caractères peuvent être accentués de la sorte. Donc là, je vous montre des exemples de katakana, mais ça vaut également pour les hiragana. Et le fait que les caractères qui peuvent être comme ça accentués sont limités, cela permet également un design assez libre. C'est ce qui caractérise vraiment, de mon point de vue, le design de ces accentuations. Là, par exemple, vous voyez 4 exemples de caractères ha avec un rond en haut à droite qui est prononcé pa. Et il y a certains, par exemple, le rond peut être inséré comme si un des traits le transperçait, comme si c'était un cercle qui passait à travers le trait. Ah oui, et sinon, celui d'en dessous, là, par exemple, le rond s'apparente plutôt à un C, tandis que celui qui est en dessous, vraiment, le rond, l'accentuation, fusionne carrément avec le trait. Donc, même en variant un petit peu, en apportant des nouvelles formes, les Japonais arrivent quand même à reconnaître qu'il s'agit d'une accentuation. Et à chaque fois, ces accentuations sont annotées en haut à droite du caractère. C'est comme ça que c'est organisé. Mais on voit par exemple dans le cas de ce pi, par exemple, que le rond est carrément au centre
du caractère. ちょっと日本に来たらぜひ Alors, si vous avez l'occasion de venir au Japon, の皆さんにも見てもらいたい。 j'aimerais vraiment que vous puissiez faire attention aux détails et à la culture, aux règles vraiment de ce type de caractère. Et j'aimerais maintenant enfin vous parler des kanji. Je vais vous expliquer brièvement de quoi il s'agit lorsqu'on parle de kanji. Alors, en ce moment, après avoir publié des ouvrages sur les hiragana et les katakana, j'aimerais maintenant compiler également des kanji aperçus en ville. Alors, les kanji sont les caractères qui ont été importés au Japon depuis la Chine antique. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, les hiragana sont issus de l'écriture cursive des kanji, tandis que les katakana, eux, ont été composés par des éléments constitutifs des hiragana. Donc, les kanji précèdent les hiragana et les katakana. Comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs dizaines de milliers de kanji. Et donc, il est vraiment quasiment impossible de compiler tous ces kanji dans un seul ouvrage. On peut dire que ce sera vraiment l'œuvre d'une vie pour moi de compiler tous ces kanji que l'on peut voir dans les films japonaises. Alors, vous voyez à droite une série, vous voyez par exemple ici le kanji ki, qu'on utilise notamment pour le mot machine. Il y en a 10 différents que vous pouvez voir à l'écran. Et dans les kanji, il y a également ce qu'on appelle les itaiji, qui sont des formes alternatives qui ont le même sens, mais qui ne sont pas écrits pareil, qui n'ont pas la même forme. Et il y en a beaucoup en fait de ces formes alternatives. Par exemple, sur le ki que l'on voit ici à l'écran, il y a beaucoup de formes alternatives qui correspondent à ce kanji. Et quand on voit des différences de design comme ça, il faudrait savoir en fait si c'est vraiment un choix de design ou bien il s'agit tout simplement d'une forme de kanji alternative. En haut à gauche et en dessous, et celui qui est en bleu à droite, tous ces qui ont le même sens et le design est assez différent en fait. L'impression qui se dégage de chaque caractère est vraiment différente. Et par exemple là, les deux autres que je vous montre, là, par exemple, les parties... Alors, ça devient un peu technique, mais là, quand on voit la partie gauche et droite du kanji, c'est-à-dire qu'il y a la clé et puis le radical du kanji et puis le reste du kanji, eh bien, cette partie... Donc, à droite, vraiment, on voit par exemple que les deux traits forment une sorte de 8, une forme qui s'apparente à un 8. Tandis que là, vraiment en dessous, au milieu, en bas de la rangée du bas de ki, là, c'est tellement déstructuré qu'on arrive à peine à lire le kanji. Donc là, c'est vraiment une technique du pochoir, et là, on arrive vraiment à la limite de la lisibilité. Je pense qu'il aurait peut-être pu simplifier le design. Là, il y a quand même beaucoup de points. Et peut-être que peut-être que c'était une contrainte qui était liée à la technique du pochoir, peut-être, je ne sais pas. Et les trois autres là que je pointe, ceux-là sont clairement dérivés du ki
que l'on peut voir en bas à droite. Et le caractère, vraiment, il est assez stylisé. Et celui qui est en haut à droite, il s'agit d'une forme alternative de ce ki. Donc vraiment, en se concentrant uniquement par exemple sur le caractère ki, il y a autant de variétés dans les formes. Et c'est vraiment un des attraits des caractères kanji. Là, je vous présente, là vous avez plusieurs caractères fu à l'écran. Et à chaque fois, c'est des enseignes d'agences immobilières. Et les trois caractères ont des formes très différentes. Celui qui est au milieu, et c'est assez proche du caractère typographique que vous pouvez voir en haut à droite. Mais le trait que l'on trouve de chaque côté, les traits descendants, et vraiment, ils prennent leur source à un endroit qui est pas très orthodoxe. Et quand on regarde, pourtant, quand on regarde l'enseigne dans son ensemble, eh ben, on arrive très bien à lire de quoi il s'agit. Ce fu, ce caractère est d'ailleurs utilisé dans le mot étrange. Et là, par exemple, pour celui qui est à gauche, il y a un point, par exemple, qui est introduit, tandis que celui qui est tout à droite, la partie verticale du socle commence beaucoup plus bas que dans le caractère standard. Et c'est d'ailleurs, on l'a vu un peu plus tôt d'ailleurs dans cette forme stylistique, dans un des ki que je vous ai montré plus tôt. Donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Tous les trois en fait, caractères qu'on voit à l'écran sont des fous. Alors, si on isole le caractère, effectivement, la plupart des Japonais, enfin, il n'est pas garanti que les Japonais puissent le lire, mais quand on le voit, l'enseigne dans son ensemble, on sait de quoi il s'agit. Cependant, on peut quand même, grâce à ces formes alternatives, apporter un peu de la variété et les utiliser dans le branding, dans le design. Là, vous avez 5 kanji différents. En partant de gauche à droite, on a bi, qui veut dire beau, esthétique. Ensuite, nous avons le caractère pour magasin, mise, ou bien ten. Ensuite, en milieu, il y a le caractère pour le lait. Ensuite, il y a le caractère pour le rizière. Et enfin, tout à droite, le caractère pour forêt, mori. Et là, je vous ai montré plusieurs variations de ces mêmes caractères. Donc nous avons Alors, il y a vraiment des contraintes. Alors, je pense qu'on a le temps, donc je vais faire commenter ça un peu plus en détail. Donc, le bi qu'on trouve en haut à gauche, il s'agit d'un néon. Normalement, là, on voit on voit là en dessous des parties noires. En fait, c'est ça qui constitue véritablement la forme du caractère traditionnel bi. Mais le néon, lui, reprend en fait les contreformes. Donc, les néons, en fait,
là, on voit que tout est relié en fait, parce que les néons, en fait, les lumières sont assez coûteuses à produire. Donc en fait, il y a, avec une technique de machine à presse, ils ont réussi à faire pour ces 3 traits un seul et même néon qui relie les 3 traits. La partie en haut, normalement, il devrait y avoir 3 traits, mais constitué d'un seul, de deux néons, pardon. Et ensuite, là, vous avez le 3e néon, en fait, qui est aussi un seul tube et qui reprend le caractère plus ou moins de caractère pour homme. Si on regarde uniquement les néons, on n'est pas vraiment sûr de savoir s'il s'agit d'un caractère bi. Mais c'est vraiment un design original et très novateur. C'est vraiment un design qui est né des contraintes matérielles du néon. Et je trouve ça vraiment personnellement très intéressant. Quand on voit l'exemple de bi qu'il y a juste en dessous, donc là, il a vraiment complètement abrégé le caractère, il n'y a plus de traits verticaux. Et les traits à la base sont extrêmement simplifiés. Et je pense que c'est quand même un design assez moderne, assez novateur. Par exemple, la partie tout en haut et en bas sont symétriques. Et les 2 traits du bas, de la base, sont extrêmement rétrécis. Et il y a vraiment quelque chose d'assez mignon qui se dégage de ce design. Alors ensuite, il y a le caractère Mise pour magasin. Celui de dessus ne change pas vraiment de la forme standard. Il y a juste un peu cette inclinaison qui est différente. Là, il faudrait se demander, je ne sais pas pourquoi est-ce que ce choix a été fait. En dessous, sur fond rouge, la partie à l'intérieur de la clé est différente, elle ressemble plutôt à un B de l'alphabet latin. Et on pourrait, quand on les a l'un à côté de l'autre, on a l'impression qu'il s'agit de 2 kanji différents. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ce choix a été fait, je ne peux pas vous le dire. Là, vous avez les 2 caractères pour lait. Celui du haut est assez orthodoxe, il ressemble vraiment à la typographie standard. En dessous, la partie en haut à gauche ressemble plutôt au tsu du katakana, normalement. Et là, il est stylisé de manière assez étrange. Et normalement, sur la partie de gauche, normalement, enfin, qui ressemble à un ko en katakana, a également été traité de manière assez originale. Donc cette forme, je ne sais pas si c'est un choix de design ou bien s'il s'agit d'une forme alternative de kanji. Là, j'aimerais passer aux autres caractères sur le côté, ceux du caractère ta, du kanji ta, la rivière. Alors, il s'agit d'un caractère qui est extrêmement carré et régulier à la base. Et pourtant, les 2 exemples que je vous montre sont extrêmement déstructurés, avec des formes rondes, arrondies.
Et je trouve qu'il y a un design assez, quelque chose d'assez joyeux, de ludique dans ce design. Et enfin, les deux caractères pour Mori, tout à droite. Alors, en haut à droite, c'est vraiment une forme qui est née vraiment du design, tandis qu'en dessous, c'est un design qui est plutôt né de la calligraphie, du trait de pinceau. Mais il n'est pas vraiment facile à déchiffrer. Mais je trouve que sur le plan du design, il est vraiment très intéressant. Voilà. Donc là, nous sommes à la dernière page, dernier slide de la présentation. Et si vous avez l'occasion de venir au Japon, je pense que si on arrive à faire la distinction entre les hiragana, katakana et kanji, on peut vraiment trouver un aspect ludique au caractère japonais. Alors, quand la situation sanitaire se sera tassée, j'espère que vous aurez l'occasion de venir au Japon et que vous pourrez par vous-même voir la différence qu'il y a entre ces trois types de caractères et voir surtout le côté ludique qu'il y a dans ces caractères. Voilà, donc là, vous allez... Les 5 derniers caractères, c'est les caractères pour arigato, c'est-à-dire merci en japonais, c'est-à-dire donc merci en français. Alors, peut-être qu'il nous reste un peu de temps, mais on arrive à la fin de ma présentation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.